Donc, bonjour, bienvenue à tout le monde. Donc, je suis Hélène Colson, je suis chargée de mission sur le numérique, alors à la fois sur la filière et sur l'inclusion numérique au sein de la MMIE, Maison métropolitaine d'insertion et d'emploi, qui est un groupement d'intérêt public métropolitain. Donc, l'événement auquel, le webinaire auquel on va assister maintenant, donc réussir sa transformation digitale, prend vie dans le cadre de la semaine emploi numérique que la MMIE organise depuis 2017 avec de nombreux partenaires. Cette semaine vient fédérer un écosystème d'acteurs sur différents événements pour vraiment venir sensibiliser les publics d'une part et les entreprises d'autre part aux enjeux et opportunités du numérique. Donc, 3 axes pour ça, 3 thématiques que l'on déroule toute la semaine: l'inclusion numérique, la filière et les métiers, les parcours de formation justement pour avancer dans ces métiers du numérique ou pour aller vers des métiers qui se digitalisent. Et donc l'axe sur lequel on est aussi ce matin, c'est la transformation numérique, la transformation digitale, très impactante pour les entreprises et effectivement sur une année qui a été aussi très particulière. Donc on est ravis de vous proposer ce temps ce matin. Je remercie la frégate, Delphine, Caroline, d'avoir accepté avec beaucoup d'enthousiasme cette proposition de partenariat. Donc, merci à elle. Merci à vous pour votre présence. Et puis, je vous souhaite une bonne matinale. Merci, à plus tard. Merci Hélène. Merci beaucoup Hélène. Merci. Nous vous proposons de commencer ce webinaire. Delphine et moi-même sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Nous allons passer 1h30 ensemble. On va organiser ce webinaire en 2 temps. Le premier temps, pendant à peu près 1h15, nous allons explorer la transformation digitale. Et nous prendrons un temps en fin de webinaire pendant un quart d'heure à peu près pour pouvoir avoir les questions, poser les questions que vous souhaitez, les commentaires que vous aimeriez partager avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait vraiment partager avec vous? Dans un premier temps, c'est vraiment mieux appréhender ce qu'est la digitalisation et ce qu'elle a un coût en termes de transformation dans l'entreprise. C'est également vous présenter les leviers à amorcer, à actionner pour réussir cette transformation et puis vous faire découvrir un premier outil d'agilité, le design thinking. Donc, notre envie vraiment aujourd'hui, c'est que vous repartiez avec un autre regard sur la transformation digitale et puis que vous ayez ces premiers outils concrets qui va vous permettre soit de continuer vers cette transformation digitale ou à amorcer cette transformation digitale dans votre organisation. Voilà pour ce beau programme, cette heure et demie qu'on a ensemble et qu'on va co-animer avec Delphine. Donc Delphine et moi-même sommes cofondatrices de la frégate. On en parlera un petit peu plus tard et on vous la présentera. Alors, comme il se doit dans le genre de webinaire, on va juste rappeler quelques règles de fonctionnement. Ça nous permettra à tous et à toutes, je crois à toutes, je ne crois pas avoir vu d'hommes dans les personnes qui se sont connectées pour le moment. Donc, vous l'avez déjà fait, bien sûr, c'est mettre le micro en muet, mais surtout, n'hésitez pas, vous avez conversation en discussion, ce petit onglet qui vous permet de poser des questions pendant la présentation. Donc, nous y répondrons autant que possible, sinon on prendra le temps en fin de webinaire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez actionner votre caméra. Si vous ne le souhaitez pas pour le moment, aucun souci, ou si votre réseau ne le permet pas. Et puis, en revanche, vous verrez dans un second temps, on va faire des travaux en sous-salle. Ça sera peut-être intéressant, si vous pouvez, d'avoir la vidéo mise. De toute façon, l'enregistrement ne se fait pas dans ce cadre-là, dans le cadre des sous-salles. Ça, c'est quelque chose qui ne sera pas enregistré. Voilà pour cette introduction. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et nous souhaitions, avec Delphine, vous proposer un petit exercice collectif, voilà, pour se mettre en jambes et en vous posant une question toute simple. Quand on vous dit digitalisation, qu'est-ce que ça évoque pour vous spontanément? Qu'est-ce qui vient à votre esprit? Pour cela, on vous propose de l'inscrire dans le chat, dans l'élément conversation, et d'inscrire tous les mots qui vous viennent. On vous laisse une petite minute pour pouvoir le faire. N'hésitez pas, c'est toujours le premier qui est le plus difficile. Un mot, n'importe quoi. C'est digitalisation, ça veut dire quoi pour vous? Un mot, vous embêtez pas. Voilà, ça arrive. Merci beaucoup, Maëva. Donc, numérique, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Scan, oui.
mondialisation, inclusion, Ouais. déshumanisation, oui, logiciel. Est-ce qu'il y a un ou deux mots encore qui viennent? N'hésitez pas, potentiellement, il peut y en avoir plusieurs. C'est vrai Oui. qu'il y a pas mal de mots qui se bousculent quand on pense digitalisation ou transformation digitale. Gain de temps, googlisation, remise en cause. C'est assez riche, c'est intéressant de voir tous ces mots qui arrivent. Pollution. On voit quelques tendances là, voilà. du côté, on sent que la transition écologique se fait. Incompétence, rapidité. Okay. Parfait. Imprévu. Oui, en effet. Super, et bien écoutez, merci beaucoup de nous avoir transmis tous ces éléments, tous ces mots. En effet, communément, quand on fait l'exercice, souvent ce qui arrive, eh bien, ce sont souvent la relation directe, et on l'a vu là aussi, mais on a été beaucoup plus large dans les mots entre digitalisation et technologie. Finalement, qu'est-ce qu'on a à mettre en œuvre en termes de technologie, d'outils numériques, également de logiciels, de solutions digitales, pour transformer les processus actuels et pour qu'ils soient plus efficients. Mais c'est dans un second temps qu'on voit finalement ce qu'il est nécessaire aussi d'actionner, eh bien c'est une autre façon de faire pour pouvoir réussir cette digitalisation. Et on l'a vu aussi, il y a quelques petits mots qui sont arrivés, on a vu des mots sur le comportement, sur la façon de faire que vous avez pu évoquer. Donc voilà, c'est assez large, c'est ce qu'on peut voir là, quand on parle de digitalisation. Et justement, Delphine, je te laisse la main parce que qu'est-ce qu'on entend par digitalisation? Pour rentrer en tout cas sur ce sujet de la transformation digitale, on souhaitait partir d'illustrations parce qu'en règle générale, c'est ce qui nous parle le plus. Et puis, on aime bien aussi, je dirais, détendre un petit peu l'atmosphère. Et c'est vrai que cette transformation digitale, elle est parfaitement illustrée par ce très bon dessin de Tom Fishburne que vous connaissez certainement parce que c'est vrai qu'il a un talent tout particulier pour illustrer justement nos réalités business en BD. Aujourd'hui, en tout cas, ce que ça dit, c'est que évidemment, on s'accorde tous à dire que la transformation digitale est la priorité numéro 1 dans la gestion des affaires. Et la crise d'ailleurs qu'on traverse nous le rappelle tous les jours, qu'on soit une entreprise avec la mise en place forcée du télétravail pour certaines d'entre elles, ou que l'on soit d'ailleurs un petit commerçant avec la nécessité de déployer une solution de click and collect. On voit bien en fait aujourd'hui qu'on soit gros, qu'on soit petit, c'est de toute façon la priorité numéro 1 dans la gestion des affaires. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de s'accorder sur ce qu'on entend par transformation digitale, et là, la petite illustration nous le montre bien, il n'y a plus personne. Quand le patron pose la question de « mais qu'est-ce que vous entendez par transformation digitale ?» Et en règle générale, on sèche un peu. Parce que la transformation digitale, elle pose vraiment la question de ce que c'est pour chaque entreprise, sachant qu'évidemment, c'est différent d'une entreprise à une autre, de ce à quoi ça doit servir dans l'entreprise, donc véritablement de ce qu'on veut en faire. Et évidemment, bien au-delà des outils numériques qui sont à mettre en place, le numérique, c'est une chose, mais ça n'est évidemment qu'une partie de la réponse, puisque ça vient servir quelque chose de plus grand. Et ça nous permet effectivement d'aller sur une définition de la transformation digitale. Donc, on vous propose cette petite définition qui est assez classique de la transformation digitale. Vous allez d'ailleurs sur Wikipédia, vous aurez cette définition. La digitalisation, c'est l'utilisation des technologies numériques, que ce soit des technologies sociales et communautaires. Donc, on a tous évidemment en tête les sites Internet, que ce soit des technologies mobiles, on a tous en tête aussi parce qu'on les utilise personnellement, les applications, mais on peut évidemment aller sur des éléments beaucoup plus complexes, comme par exemple tout ce qui va être donné à l'analytics avec Google, tout ce qui va être big data, et qui va venir effectivement nourrir la fameuse intelligence artificielle dont on nous parle et qui fait peur, en effet, qui peut poser la question de la déshumanisation, puisque c'est tombé dans le chat. En tout cas, cette digitalisation, c'est bien l'utilisation de ces technologies numériques pour changer la manière avec laquelle les organisations opèrent et conduisent leurs affaires. Et c'est bien cette deuxième partie de la phrase qui est intéressante, parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement?
On est d'accord pour dire que lorsqu'on parle de digitalisation, on se réfère en effet à l'exploitation de ces technologies numériques qui sont disponibles pour développer, encore une fois, les performances de l'entreprise. Mais est-ce que c'est suffisant? Bon, vous l'aurez compris, la réponse, évidemment, elle est non. L'adoption de ces technologies numériques, elle ne suffit pas à elle-même pour transformer l'entreprise, venir effectivement mettre en place un nouveau système, de venir mettre en place des nouvelles applications, de venir mettre en place des nouveaux outils sur les processus et les systèmes existants, évidemment, ne va pas transformer d'un coup de baguette magique l'organisation. La transformation digitale, elle implique un bouleversement bien plus profond avec en réalité l'émergence de nouvelles façons de travailler et de conduire les affaires. Et c'est en ça que la deuxième partie de la phrase est intéressante, puisque oui, certes, les outils numériques, évidemment, mais au service de quelque chose de plus grand pour l'organisation et qui permet en effet de conduire les affaires différemment. Encore faut-il le faire différemment. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de partir justement sur une petite fable. En tout cas, on souhaitait partager ça avec vous, puisque l'enjeu aujourd'hui, évidemment, il n'est plus de savoir s'il faut digitaliser ou pas son entreprise. L'enjeu, il est de savoir en fait à quel moment et à quelle vitesse on va opérer cette transformation. Et pour réfléchir à cette question, on s'est dit que ce serait sympa de partager cette petite fable de la grenouille, que vous connaissez d'ailleurs peut-être. Il s'agit en fait tout simplement d'aller placer une grenouille dans une casserole remplie d'eau froide. Et l'expérience consiste tout simplement à mettre le feu sur la casserole et faire chauffer évidemment l'eau à petit feu. Donc l'eau monte progressivement en température jusqu'à ce que le point d'ébullition arrive. À votre avis, que va-t-il se passer ? Donc là, on vous propose un petit peu d'interactivité. Alors, pour éviter effectivement d'ouvrir les micros et de répondre, on vous propose un petit sondage pour recueillir vos avis. Donc, je vais vous l'ouvrir et vous allez le recevoir sur vos écrans. Voilà, donc la question, elle est toute simple. Que va faire la grenouille? Elle est placée dans cette casserole, l'eau est montée, la température est montée. Qu'est-ce qu'elle fait? Première proposition, elle s'endort dans son jacuzzi. Deuxième proposition, elle saute de la casserole pour rejoindre son prince charmant. Troisième proposition, elle appelle ses copines pour l'aider à sortir de la casserole. Quatrième proposition, elle réussit à monter sur le rebord pour se faire bronzer. Donc, on vous propose tout simplement de répondre au sondage. On vous laisse une trentaine de secondes pour y répondre. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis, vous verrez la magie de Zoom. Si vous n'avez pas eu encore à faire au sondage dans cet outil-là, vous allez voir qu'on va pouvoir partager les résultats, évidemment, pour voir comment est-ce que chacun s'est positionné. Allez, il nous reste encore 2 personnes potentiellement à répondre. Vous verrez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. On est dans une fable, on n'est pas dans une expérience scientifique absolument réelle, mais c'est plutôt l'enseignement, en fait, intéressant pour nous. Allez, c'est tout bon. Je vous en prie. Allez, on y va. Tout le monde... Il manque encore 2 réponses, moi. Je n'ai pas encore tout. Mais je vais mettre fin et je vais partager les réponses. Voilà. Donc, hop. Alors voilà, donc majoritairement, ce qui ressort en tout cas... Ah, mais c'est assez partagé ouais, finalement. C'est on voit en intéressant. tout cas qu'elle appelle ses copines. Ok, quand on n'est pas bien, c'est pas mal d'appeler à l'aide. En effet, c'est bien d'aller solliciter. Ce qui arrive derrière, c'est qu'elle s'endort tranquillement là où elle est. Et puis, certains, peut-être plus optimistes, se disent effectivement qu'elle a quelques ressorts et qu'elle arrive en effet à sauter de la casserole. Très bien. Bah, écoutez, en fait, la conclusion de cette fable, c'est que la grenouille, en fait, elle va mourir. Voilà. C'est gai, hein. Désolée de vous l'annoncer, mais elle va mourir. Le constat, en effet, c'est celui-ci. Lorsque vous plongez une grenouille dans de l'eau bouillante, en fait, elle s'échappe immédiatement. Elle réussit à s'échapper immédiatement. En revanche, lorsque cette grenouille, elle est placée dans une eau dont la température, en fait, va progressivement augmenter, eh bien, la grenouille, elle s'habitue
aux variations de température. Et elle reste en fait tranquillement finalement dans l'eau jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive, évidemment, hein, on est bien d'accord, que ça commence à être un petit peu chaud et qu'effectivement il serait temps de sortir de la casserole. Mais quand elle décide effectivement de sortir de la casserole, elle a perdu tellement d'énergie en essayant de se débattre dans l'eau que finalement elle n'est plus en mesure de sauter par-dessus la casserole. Et voilà pourquoi en fait elle reste piégée dans l'eau chaude. Donc, la morale de cette histoire, c'est vraiment celle de notre degré d'accoutumance. Petite fable toute simple pour illustrer effectivement le sujet sur lequel nous sommes, et vous l'avez compris, on glisse tranquillement parce qu'on est fait en fait de nos modes de fonctionnement habituels, de l'environnement dans lequel on est, etc. On glisse vers une routine et on a plutôt un certain confort à être dans cette routine. Mais lorsqu'un changement s'effectue, et particulièrement lorsqu'il s'effectue de façon progressive, ça nous échappe à la conscience. Et ce qui nous échappe à la conscience fait qu'on n'a plus de réaction. On n'a plus d'adaptation en fait à cette situation-là qui apparaît progressivement. Et pourtant, il s'agit bien de savoir exactement ce que nous devons faire. Il s'agit en effet de s'adapter, vous l'avez compris, et de savoir à quel moment justement le faire parce que c'est là que ça devient critique. Donc la transformation digitale, c'est un petit peu la casserole dans laquelle nous sommes immergés maintenant depuis quelques années. Ça fait évidemment plus de 10 ans, ça fait 10 ans que ça commence en fait à s'accélérer et ça fait bien 5 ans en fait qu'on est pris dans ce chaudron, que ça devient une évidence évidemment pour tout le monde et que la crise en fait a très fortement accéléré les choses. Et pourtant, bon nombre d'entreprises, alors on va souvent dire entreprises, mais c'est organisation au sens large, hein, puisque nous sommes tous touchés, petits comme gros, mais bon nombre effectivement des acteurs sur le marché, et encore une majorité d'ailleurs, ont repoussé le moment d'y aller, pour plein de bonnes raisons, ou de moins bonnes raisons en tout cas. Et pourtant, le monde dans lequel on est aujourd'hui, il nous invite à nous réinventer. Et ce qu'on voulait déjà poser en fait comme postulat de base, c'est de dire que plutôt que de voir la digitalisation comme une contrainte souvent, comme une obligation à changer, peut-être peut-on effectivement tout simplement remplacer le G par le C et de se dire qu'au contraire, c'est une véritable chance, une opportunité de faire du business, de l'activité différemment, parce que ça va permettre effectivement de venir nourrir notre façon de gérer le business, encore une fois, différemment. Alors, ce qu'on sait de notre expérience et des clients qu'on accompagne, c'est que la réussite d'une transformation digitale, elle s'appuie dans les façons de faire, dans les comportements, les façons d'agir, dans les interactions, vraiment faire autrement ensemble. Donc, accompagner les transformations, c'est ce que fait la FRICAD, c'est ce que nous faisons. Nous accompagnons les entreprises dans leur changement, dans la facilitation des transformations dans leur organisation, par la mise en mouvement du collectif et de l'individuel. Et nous sommes vraiment convaincus que l'humain et le lien social sont les clés de réussite de cette transformation et doivent être mis au cœur des projets que les organisations ont. Alors pour ça, on a quatre principes, quatre grands principes qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est vraiment s'appuyer sur les forces et les réussites de chaque organisation. La deuxième, c'est vraiment faire une large part au collectif et à la collaboration en co-construisant avec les équipes. La quatrième, c'est vraiment nous expérimentons, nous innovons de nouvelles approches pour être le plus agile possible. Et la quatrième, c'est que nous construisons, nous proposons des solutions opérationnelles, pragmatiques, adaptées à la culture de chaque organisation. Voilà ce qu'est la Frégate et vers quoi nous accompagnons nos grands principes. Alors, après cette petite présentation, et on aura plaisir à se présenter un petit peu plus si vous le souhaitez au-delà de ce webinaire, on souhaite vraiment consacrer le webinaire à cette thématique en particulier parce qu'elle est assez immense, qu'on aurait plein de choses à partager avec vous, qu'on va être très contrainte par le temps, donc évidemment on va y aller un petit peu à marche forcée. L'idée c'est vraiment d'aller partager les principales idées qui sont des pistes d'ouverture, en tout cas pour appréhender justement cette digitalisation et la façon de mettre ça en place dans vos organisations. Pour commencer, ce qu'on souhaitait faire, effectivement, c'est quand même partir d'un constat un petit peu global et qu'il est important de partager.
Maintenant qu'on a défini en tout cas ce qu'est la transformation digitale, ça nous semble important effectivement de poser ces éléments de contexte pour bien se dire dans quel cadre est-ce qu'on opère. Ce cadre, c'est d'abord celui d'un contexte nouveau. Là, on le vit tous, donc je vais aller très vite sur le sujet, mais c'est vrai que ce contexte, on le définit souvent par l'acronyme VUCA. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce terme-là. Peut-être que Caroline peut vous donner en tout cas la signification de l'acronyme dans le chat. En tout cas, on est vraiment dans un environnement qui est complexe, dans un environnement qui est souvent incertain, pour ne pas dire d'ailleurs de plus en plus incertain, qui change vite et qui change de façon assez profonde. Ce cadre, c'est également celui de nouveaux modèles d'affaires. Et là, je pense que aussi, on y a tous été confrontés. Finalement, où que nous soyons et quelle que soit notre taille d'organisation et notre type d'organisation, ces nouveaux modèles d'affaires, ils sont venus chambouler justement les activités traditionnelles. Quand vous êtes hôtelier et que vous voyez débarquer un Airbnb, ça change les choses. Quand vous êtes un chauffeur de taxi que vous voyez arriver Uber, ça change les choses. Quand vous êtes un Amazon, ou plutôt quand vous êtes de l'autre côté un petit commerçant, et Dieu seul sait que c'est le sujet du moment, et que vous avez un Amazon, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre marge de manœuvre? Et on pourrait comme ça démultiplier les exemples jusqu'à d'ailleurs aller se dire, finalement, quand vous prenez un Netflix, il révolutionne certes l'industrie de la télé, mais il révolutionne aussi l'industrie du cinéma. Et c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, ces nouveaux acteurs, ils viennent vraiment transformer le paysage aussi, les champs concurrentiels. Finalement, on opère sur un marché qui est beaucoup plus large avec des acteurs en fait, qui viennent vraiment opérer à différents niveaux. Le dernier élément en fait, de ce cadre, de ce contexte, c'est finalement, je dirais, les enjeux sociaux et sociétaux qui évoluent, ou en tout cas la considération de ces enjeux que nous en avons, avec des exigences qui sont de plus en plus fortes, et notamment justement les exigences des parties prenantes, au rang desquelles les clients, les consommateurs, les utilisateurs, on va dire, qui cherchent notamment à avoir une expérience riche, de plus en plus avec l'entreprise, et qui cherchent aussi à ce que ces entreprises soient de plus en plus responsables. Donc ça, c'est un premier champ. Et puis le deuxième champ, on voit bien qu'on a aussi le cadre législatif qui nous contraint de plus en plus en fait, à faire évoluer les choses. Et effectivement, on a vu arriver la loi Pacte qui re-questionne notamment la mission de l'entreprise, quitte à inscrire effectivement vraiment dans les statuts aussi de l'entreprise cette responsabilité vis-à-vis en fait de l'impact vers les parties prenantes. Donc un cadre finalement assez global qui montre que les évolutions, elles sont là. Elles sont assez profondes et évidemment, elles vont durer et elles vont s'intensifier. Et ce nouvel environnement, il impose en fait de s'ajuster en permanence. Le mot à retenir, c'est vraiment celui-ci. On n'est plus effectivement dans ce qu'on vivait auparavant avec des volontés parfois de faire évoluer son organisation et donc de conduire des changements. Aujourd'hui, ce changement, il est permanent et il s'agit en fait de s'adapter, je dirais de façon régulière, à ces transformations-là. Alors, comment est-ce qu'on va répondre aux enjeux marchés et en tout cas de façon efficace, puisque c'est bien la question. De notre point de vue, il s'agit justement de créer les conditions de la transformation permanente. Et pour réussir justement à le faire, il nous semble important, c'est vraiment ce qu'on a observé dans les organisations, de sortir aussi des injonctions paradoxales qu'on reçoit en fait en permanence. Alors, on entend beaucoup soyez agile, soyez flexible, soyez créatif. Ok, c'est bien, mais globalement, les organisations nous demandent encore toujours de respecter les mêmes processus. On entend en permanence adaptez-vous justement, mais en même temps, on nous demande de rester aussi sur le sens profond de ce que nous faisons, avec justement ce cap sur lequel il faudrait rester fixé. Bref, face à ces injonctions, ce qui nous semble important, c'est d'abord de vraiment ramener du temps long. Et le temps long, c'est vraiment celui de notre vision commune. Qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en tant qu'entreprise, on a une destinée commune et on s'engage sur une vision? Et puis, le deuxième point qui nous semble important aussi, c'est de ramener de la discussion et de la coopération dans le quotidien.
Parce que c'est à cet endroit-là qu'il est nécessaire vraiment de s'aligner, de faire en sorte que les équipes parlent le même langage, de faire en sorte que les équipes partagent, et ça de façon extrêmement pragmatique pour conduire vraiment l'activité courante. Alors, pour nous, il nous semble, en tout cas, c'est ce qu'on a pu montrer dans nos différentes expériences, il nous semble clé vraiment de pouvoir s'appuyer sur 6 leviers d'action, et c'est ces leviers d'action qu'on va vous partager. Évidemment, c'est un parti pris. Évidemment, c'est une synthèse d'un certain nombre d'éléments, mais normalement, dans cette synthèse, vous allez retrouver ce qui est clé pour réussir sa transformation digitale. Le premier point important, c'est de se dire que oui, la transformation digitale, avant tout, c'est un nouveau mindset, c'est un nouvel état d'esprit. Et on n'a rien inventé, hein. C'est Albert Einstein qui le disait lui-même, la folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Ben, la transformation digitale, c'est vraiment ça. Si on continue de faire la même chose, on obtiendra ce qu'on a toujours eu. Or, si on veut vraiment se transformer en profondeur pour répondre justement à ces contraintes marché, ben, il est important aujourd'hui de repenser nos façons de faire, nos façons de travailler, nos façons de penser également. Ce nouvel état d'esprit, c'est ce que les anglo-saxons traduisent très bien à travers ces 3 principes, le Think Big, le Start Small et le Scale Fast. Qu'est-ce que ça veut dire? Think Big, c'est justement se dire, c'est en définissant une vision inspirante qu'on va être capable de mobiliser toutes nos parties prenantes. Et pas seulement les parties prenantes en interne, c'est-à-dire les salariés, les collaborateurs. C'est parce qu'effectivement, on inscrit dans notre vision le rôle aussi du digital, c'est-à-dire de ces rapports qui se rapprochent, qui se reconnectent finalement, notamment avec nos clients, avec nos consommateurs, qu'on réussit à avoir une vision forte qui va embarquer les parties prenantes. Le deuxième, c'est Start Small. Start Small, comme son nom l'indique, c'est démarrer petit. Et ça, c'est important. Démarrer petit en priorisant vraiment des initiatives qui sont concrètes et en allant les tester sur le terrain. Il ne s'agit pas effectivement de réfléchir à des grands plans et à planifier, mais plutôt d'identifier les initiatives et sur la base de ces initiatives, d'aller les tester et de voir ce qui fonctionne. Et ce qui nous permet d'arriver au Scale Fast. Scale Fast, c'est vraiment finalement, en apprenant de ces essais sur le terrain, on peut s'engager rapidement sur les actions qui ont prouvé leur efficacité. Et c'est ces actions qu'on va pouvoir ensuite déployer plus massivement. On y reviendra. Ça, c'est l'état d'esprit. Le deuxième levier d'action, vous l'avez compris, hein, puisqu'on a parlé du Think Big, c'est évidemment de re-questionner la vision. En tout cas, c'est le digital qui nous pousse à re-questionner la vision. Il s'agit en effet d'aller donner du sens à cette transformation digitale en injectant de la valeur dans cette transformation. La digitalisation, finalement, quand on est une entreprise, les questions à se poser, c'est pour quelle finalité ? Ça vient servir quoi le digital dans l'entreprise? Est-ce que c'est simplement de se dire qu'on va utiliser un outil pour transformer nos processus, on va mettre en place un beau site internet parce qu'on aura une vitrine, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a une finalité plus grande qui va être non seulement au service des salariés, mais au service des autres parties prenantes et notamment des clients, des consommateurs et des utilisateurs. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, évidemment, le corollaire, c'est de se dire quels sont les bénéfices que l'on souhaite justement apporter à l'ensemble de nos parties prenantes. Quand je fais du digital, quand je digitalise un processus en interne, qu'est-ce que mes salariés vont gagner en digitalisant ce processus? Quand je vais mettre en place un site internet, qu'est-ce que mes consommateurs vont gagner? Qu'est-ce qu'ils vont savoir de plus? Quelle relation je vais avoir avec eux? Donc, c'est bien cette question-là. Pour travailler sur la vision digitale, nous, avec Caroline, on utilise un outil qui nous semble assez puissant à partir du moment effectivement où on peut vraiment travailler avec une équipe serrée sur cette réflexion-là. C'est le fameux Golden Circle de Simon Sinek. Donc, Sinek, c'est un conférencier britannique qui intervient beaucoup sur les sujets de management, pas que, mais en tout cas beaucoup sur le management, et qui a finalement matérialisé
dans ce cercle d'or, donc à 3 niveaux, un certain nombre de choses. Donc, une chose particulièrement importante, c'est que les clients, ils n'achètent pas ce que vous faites. Les clients, ils achètent en fait pourquoi est-ce que vous le faites. Un client, il est fidèle parce qu'il partage en fait les mêmes valeurs que l'entreprise. Oui, il aime vos produits, certes, mais aujourd'hui, il attend plus que simplement vos produits. Il a besoin de savoir notamment vos produits, ils ont quel impact? Ils apportent quoi de plus, certes, que les concurrents, c'est la différenciation, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils font de plus? Et moi, en tant que client, en quoi je peux participer à ça? Donc, dans ce cadre-là, il convient finalement de se poser 3 questions. La première, c'est quelles sont les valeurs justement de l'entreprise? Et pourquoi est-ce que l'entreprise, elle est là, notamment justement avec ce levier digital? En d'autres termes, finalement, quelle est sa raison d'être? Et ça, c'est le why, le grand why en tant qu'entreprise. Le deuxième niveau, c'est le how. Comment l'entreprise arrive à répondre à ces valeurs-là? Et puis, on va aller sur le what qui est finalement avec quels produits, avec quels services, avec quelles actions dans l'entreprise, celle-ci va-t-elle parvenir à répondre à ces valeurs? Et ce qui est clé, c'est vraiment de commencer par ce why, ce que trop souvent on oublie. On est plutôt sur la partie stratégique et les plans d'action, sans savoir en fait quel est ce grand pourquoi qui fait en effet que un client va venir non seulement nous chercher, mais va nous rester fidèle. La grande question que vous pouvez vous poser, vous en tant qu'organisation, entreprise, association, etc., c'est et si votre entreprise, votre organisation disparaissait demain, qui est-ce qui la regretterait? Et quand on se pose cette question-là, c'est intéressant de se dire en quoi finalement le digital peut venir nous aider pour nourrir cette raison d'être afin de devenir vraiment une entreprise, une organisation, une association qui va être incontournable. Le troisième levier, c'est de se dire qu'évidemment, c'est un projet commun. Le digital, c'est un projet qui se construit avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Évidemment, c'est un projet stratégique qui est porté par une équipe de direction, qui va en effet définir cette vision, ce why, ce sens commun pour embarquer les différentes parties prenantes. Mais c'est à tous les niveaux en fait que ce projet va se décliner. Évidemment, c'est au niveau managérial. Au niveau managérial, parce que les managers sont quelque part, on le sait, la courroie de transmission entre une vision définie par l'entreprise et puis vraiment les acteurs de terrain qui font au plus près des réalités du terrain. Les managers, ils ont un rôle capital dans la transformation digitale, c'est aussi celui de l'acculturation, de pouvoir progressivement amener ce nouvel état d'esprit dont on a parlé tout à l'heure, dans l'organisation, de pouvoir le diffuser auprès de l'ensemble des équipes, puisque ça s'accompagne et ça se répète sur le terrain. Et puis, je dirais le dernier niveau, en fait, c'est évidemment celui des acteurs du terrain, c'est-à-dire dans les métiers, ceux qui connaissent les problématiques au quotidien, ces experts du terrain. Il est particulièrement capital de les associer à la définition de la roadmap digitale. Et ça, quand on reprend le cercle de Sinek, très clairement, en fait, on est sur le how. On sait où est-ce qu'on va. Maintenant, en fait, on décide ensemble, on définit ensemble du comment on y va. Le quatrième levier d'action, c'est celui de la communication. Comme dans tout projet de transformation, tous ceux qui ont travaillé sur le changement, vous le savez, la communication, elle est clé. Elle repose sur des échanges réguliers et fluides, notamment effectivement de la direction vers les équipes, mais aussi dans l'autre sens, des équipes vers une direction. Et c'est important en fait que les échanges se fassent vraiment dans ces deux sens-là. C'est absolument clé dans la transformation digitale. La digitalisation, c'est aussi un projet qui demande à être expliqué de façon concrète. On parlait tout à l'heure justement d'acculturation, de sensibilisation. Ça s'accompagne. Une transformation digitale et ne se fait pas du jour au lendemain. Et l'acculturation, d'ailleurs, parfois, on le voit, même dans les grandes organisations, elle commence par la tête, parce que souvent, les patrons ne sont pas non plus les plus familiers à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment un sujet qui s'accompagne. Et puis, le troisième niveau de la communication, c'est celui, je dirais, de la visibilité et de la transparence.
donner de la visibilité sur les projets qui sont en cours, être transparent sur les difficultés qu'on rencontre, dire qu'effectivement, il y a des sujets qui ne marchent pas et on les abandonne, montrer ce qui change vraiment dans l'organisation et partager vraiment les réussites régulièrement. Ça donne à voir aux organisations, ça maintient effectivement dans l'action et ça permet en tout cas d'être agile dans les façons de fonctionner. On arrive au 5e levier, évidemment, qui est une des conséquences aussi de la communication et du faire ensemble. Faire ensemble, oui, mais pas de n'importe quelle façon. Faire ensemble en transversalisant autant que possible dans l'organisation. Alors, on parle ici effectivement de décloisonner l'organisation. On le sait, c'est vraiment une des barrières, pour pas dire la première barrière à la digitalisation. Le fait d'avoir des silos dans l'organisation, c'est-à-dire d'être organisé par filière métier. Évidemment, ça nous aide bien au quotidien, ça c'est évident. Mais dans une transformation digitale, ce qui est clé et le succès, c'est vraiment avant tout dans la capacité de l'organisation à casser ces silos internes, en tout cas à favoriser la coopération entre les différents métiers et les différentes compétences. Et c'est comme ça qu'on fait émerger l'intelligence collective. Alors, de façon pragmatique, ça ne veut pas dire en fait qu'une transformation digitale, elle implique que vous réorganisiez toute votre entreprise, toute votre organisation. Ça veut simplement dire en revanche que quand on ne réorganise pas, ce qui est important en tout cas, c'est de créer des espaces justement dans lesquels on va partager l'information, dans lesquels on va partager les données, dans lesquels on va se rencontrer, dans lesquels on va mettre autour d'une table les différents acteurs qui vont pouvoir apporter leur vision justement sur un sujet. Typiquement, quand on travaille sur les consommateurs et de se dire que ça nous importe peut-être de se dire à quel moment est-ce qu'on est en contact avec nos consommateurs, nos utilisateurs, ce qu'on appelle donc les touchpoints, c'est peut-être pas que les équipes marketing et les équipes commerciales qui doivent être autour de la table. C'est important d'avoir l'administration des ventes qui est en contact direct avec eux. C'est important d'avoir les équipes, par exemple, logistiques, qui vont les avoir tout au long du processus. C'est important potentiellement, très en amont, d'ailleurs aussi d'avoir les équipes R&D, avec qui on peut aussi co-construire des solutions. Et puis, dernier levier d'action, c'est comment en fait on réussit à mettre en mouvement l'organisation. Parce qu'on a posé un certain nombre de bases, un certain nombre de fondements, les prérequis finalement pour que ça fonctionne. Maintenant, pour se mettre en mouvement, il faut le faire de façon agile. Et c'est là où on revient sur le start small et le scale fast dont on vous a parlé au tout début. Notre expérience en fait sur le terrain, elle a montré que la digitalisation, elle doit s'opérer avec pragmatisme. La digitalisation, elle se fait vraiment étape par étape. Il n'y a pas de modèle magique. Il n'y a pas de parce que ça a fonctionné chez un tel, ça va fonctionner chez moi. Évidemment, ça dépend de votre culture d'entreprise, ça dépend de vos valeurs et ça dépend aussi du rythme auquel vous pouvez prendre cette digitalisation. Pour nous, en tout cas, ce qui nous semble vraiment capital, c'est de privilégier une démarche d'expérimentation. En effet, ce qu'on va préférer, c'est l'approche, alors comme on dit, test and learn, dans laquelle on va tester des prototypes de solutions. On va aller confronter ces prototypes de solutions à des utilisateurs pour apprendre justement de leurs usages et puis on va ajuster. Et ça va se faire de façon permanente dans des boucles courtes où on va apprendre finalement ce qui marche. Et finalement, si ça marche, peut-être qu'on va pouvoir le déployer plus largement. A contrario, ce qui ne marche pas, c'est des pistes qu'on écarte. Et de cette façon-là, en fait, on va pouvoir prioriser les initiatives qui ont véritablement un impact sur le terrain. Donc, en fait, on va se focaliser sur les actions qui ont démontré leur efficacité sur le terrain. Et puis, on va venir mixer avec d'autres initiatives, parce que ce n'est pas toujours non plus des initiatives dites business, par exemple de la vente en ligne, mais la digitalisation aussi, elle peut avoir un véritable impact dans le gain de compétitivité, par exemple, dans l'efficience de l'organisation, en venant justement améliorer des processus internes. Donc, c'est en priorisant ces actions et en mixant ces actions qu'on réussit en effet à être agile dans l'organisation. Voilà, alors, présentation un petit peu longue, mais voilà, pour essayer de ramasser quand même les principales idées. En synthèse, en tout cas, ce qu'on voulait vous redonner, c'est justement ces 6 leviers de transformation, ce nouvel état d'esprit,
vous l'avez compris, à travers notamment le Think Big, Start Small et le Scale Fast. C'est re-questionner la vision. Le digital va être là finalement pour venir nourrir notre vision. C'est mobiliser tous les acteurs internes, donc être dans cette co-construction. C'est repenser la communication pour faire en sorte que ça soit fluide dans l'organisation, que ça soit transparent aussi. C'est décloisonner l'organisation, donc favoriser cette transversalité et mettre tout le monde en mouvement de façon agile. Alors justement, on va rebondir sur ce dernier point, donc rendre l'organisation agile. On a fait le choix avec Delphine de vous présenter une méthode, une approche, le design thinking, comme je l'évoquais en introduction. Alors pour vous dire ce que c'est le design thinking, j'aurais envie de vous dire c'est assez simple, c'est réfléchir autrement. Avoir une approche différente pour pouvoir développer des solutions innovantes. Alors, cette approche, hein, elle a été inspirée des designers. Et ce que je peux vous dire de façon très simple, c'est son point de départ, c'est quoi? Ben, ce sont les utilisateurs, au sens large, hein, les clients, les fournisseurs, les usagers. Le point d'arrivée, c'est vraiment une solution innovante qui va répondre aux besoins de ces utilisateurs. Et comment on va faire pour passer finalement de ce point de départ, les utilisateurs, à cette solution d'usage innovante? On va être sur une approche très pragmatique qui va baser sa méthode sur l'expérimentation. Alors, cette approche de design thinking, elle est assez simple hein, dans sa façon de faire. Je vous en dirai un petit peu plus après. Ça permet vraiment d'aller résoudre plein de types de problèmes, que ce soit pour être sur l'évolution d'un produit, travailler sur les services, travailler sur des process, voire même la stratégie d'une entreprise. Finalement, c'est vraiment une approche créative qui va permettre de développer des innovations d'usage en limitant vraiment toute l'incertitude liée au contexte humain. Alors, pour pouvoir justement aller plus loin et aborder de façon assez pragmatique ce qu'est le design thinking, et je vais vous proposer une petite histoire. Vous l'avez vu, on aime bien les fables ou les histoires avec Delphine. Et cette histoire, elle a vraiment permis de démocratiser le design thinking. C'est une histoire vraie. Alors, en effet, il y a quelques années, Doug, un designer spécialisé dans les machines et IRM, était au sein d'un hôpital spécialisé pour enfants, était très fier de voir installer cette dernière machine, dernier cri, super performante au sein de l'hôpital. Lorsqu'il sort ça de la salle d'IRM, il croise une petite fille, et une petite fille terrorisée en pleurs avec sa maman qui va vers la salle d'IRM. Alors, ça le bouleverse, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, de suite, il appelle le technicien IRM et dit vraiment, il faut anesthésier cette petite fille, elle ne peut pas vivre cette expérience de façon traumatisante. Donc, face à cela, il prend du recul et il se dit, il faut vraiment trouver une solution à cette problématique, à cet enfant, à ces enfants qui arrivent traumatisés lorsqu'ils viennent passer un IRM. Donc, il se posa pas mal de questions et ce qu'il fait, tout simplement, il va dans les salles d'attente des cabinets médicaux pour voir comment réagissent les enfants face à cette prescription d'IRM. Il écoute en effet ce qui se passe dans les salles d'attente des IRM, que disent les parents à leurs enfants, que disent les aides-soignants pour les rassurer. Et puis, il discute avec des enfants qui ont vécu cette expérience en leur demandant comment ça s'est passé, comment tu as ressenti les choses, cette expérience. Donc, face à tout ça, il se dit, la solution, ce n'est pas une nouvelle machine. Hein. Vraiment, ce n'est pas ça. C'est vraiment transformer cette expérience traumatisante en une autre expérience beaucoup plus agréable pour les enfants. Alors, afin d'avoir encore un peu plus d'éléments, il va voir ce qui se passe dans des endroits où les enfants sont dans un milieu agréable, donc que ce soit dans un parc, que ce soit avec leurs copains, dans un gymnase, pour voir ce qui se passe. Et puis, fort de tout cela, il se dit, moi, ce qui me semble intéressant, c'est finalement aller repenser la salle d'IRM et la transformer en un parc d'attractions. Et lui a choisi le thème des pirates.
Alors, pour tenter l'expérience, il demande au technicien IRM de prendre l'enfant et de lui dire de l'accompagner dans cette belle aventure de pirate et que dire à l'enfant, ben voilà, toi, tu es avec moi, on est sur le bateau. Vraiment, il faut que tu restes très calme et très silencieux parce que tu vois, la bataille des pirates, elle fait un bruit d'enfer, c'est le bruit des IRM. Et si on veut atteindre le trésor, il faut vraiment se taire. Et ce qui est assez, et c'est une histoire vraiment vraie, hein, ce qui est assez surprenant, c'est que finalement, le fait de raconter ces histoires aux enfants a permis de fortement diminuer le taux d'anesthésie des petits enfants qui venaient passer les IRM. Ils étaient beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereins. Forcément, face à ça, il eut l'autorisation de proposer cette approche, donc de transformer les salles d'IRM en parcs d'attractions auprès des hôpitaux spécialisés pour enfants. Tout simplement pourquoi? Parce que finalement, transformer la salle, faire des belles peintures ou mettre des beaux stickers, c'est beaucoup moins cher que d'aller anesthésier les enfants. Et le coût était beaucoup moindre. Alors, ça vous montre bien aussi ce qu'est un peu cette philosophie du design thinking et ce qui en fait la réussite. C'est quoi la moralité de l'histoire? C'est tout simplement pourquoi ça réussit. D'une part, parce que ça a été de comprendre ce que vivait l'enfant, se mettre à la place de l'enfant, de ressentir les émotions qu'a pu vivre l'enfant pour proposer la solution la plus adéquate. Alors, face à cette petite histoire, je vous propose qu'on aille un peu plus loin. Ça vous a permis de toucher un petit peu du doigt ce qu'est le design thinking et ce qu'est la philosophie finalement de ce design thinking. Alors, on va rentrer un peu plus dans la méthode parce que là, je vous ai raconté une histoire, vous avez ressenti des petites choses. Mais c'est quoi le design thinking? Je vous les ai dit, c'est une méthode vraiment simple. On peut la résumer en 3 phases et un diamant. Alors, 3 phases, pourquoi? 3 phases, la première, c'est l'immersion, la deuxième, l'idéation, et la troisième, l'implémentation. La mise en œuvre, j'ai gardé la terminologie anglaise qui est compréhensible par tout le monde. Je vous propose qu'on va se focuser sur les 2 premières, l'immersion et l'idéation, où vous voyez aussi un très beau diamant qui relate la richesse de cette méthode. Alors, prenons la première phase, l'immersion. Mais l'immersion, c'est cette phase de découverte, finalement d'observation de ce qui se passe face à la problématique de l'utilisateur. Là, on a vu l'enfant traumatisé, c'est d'observer, découvrir ce qui se passe. C'est donc de regarder dans le milieu naturel, d'aller interviewer les enfants, de comprendre. Donc, on est dans cette phase vraiment qu'on appelle de divergence. Dans ce premier diamant, on va ouvrir ses observations, on va ouvrir son esprit pour vraiment aller récolter toutes les infos nécessaires pour comprendre la problématique, se mettre à cette place de l'utilisateur. C'est vraiment une phase très importante de la méthode, puisqu'elle va être vraiment le fondement finalement de la méthode. On va récolter toutes les données nécessaires. Face à l'ensemble de ces données, on va se poser la question de OK, face à tout ça, quelles peuvent être les thématiques que je dois traiter pour résoudre le problème? Donc, on va rentrer dans ce qu'on voit dans cette deuxième phase du premier diamant, une phase de convergence, parce que finalement, on va synthétiser toutes les données qu'on a et on va retirer les thèmes principaux à traiter et comment on va faire pour pouvoir les traiter. Donc là, dans cette première partie, on est vraiment dans la problématique de l'utilisateur, divergence, convergence. Et vous voyez, dans cette première partie de convergence, on a commencé l'idéation, puisqu'on est en train de définir ces petites thématiques. Alors, ces thématiques, donc face à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On a les thématiques à gérer, à traiter, et aujourd'hui, c'est quelle solution on pourrait avoir pour répondre à ces thématiques à traiter? Donc là, on avait l'enfant traumatisé, comment on fait? Eh bien, on va repartir dans une phase de divergence, c'est-à-dire de vraiment s'ouvrir, de proposer plein d'idées face à ces thématiques. Et là, vraiment, l'objectif, c'est d'être le plus créatif possible, de ne pas se brimer. Donc, on va être dans des méthodologies de brainstorming, notamment, de complètement ouvrir les idées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment pourrait-on résoudre? Et vous voyez, dans l'exemple précédent, jamais au départ, il n'avait été pensé d'aller transformer la salle en parc d'attraction. Loin de là, au départ, c'était plutôt pourquoi pas faire autre chose, une autre machine, mais comme il y a une observation très forte de ce qui se passait pour l'utilisateur dans leur habitat, dans le milieu, eh bien, ça a permis d'aller sur cette solution. Donc, c'est vraiment, cherchons les solutions. Et puis, c'est d'aller voter sur les solutions qui paraissent les plus pertinentes. Donc, on va en prendre une et on va la tester. Donc, c'est ce qu'on appelle, là, on va repartir dans cette phase de convergence, le prototypage.
Voilà, on teste un prototype. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qui a été fait là. Hein. On va commencer à transformer la salle en salle de pirate. On va la tester auprès des utilisateurs et on va voir ce qui se passe. On va attendre leur retour. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et on va revenir en disant, OK, là, il y a peut-être telle ou telle chose à améliorer parce que ça ne répond pas totalement aux besoins de l'utilisateur et on va modifier quelque peu la solution. Et on va faire vraiment ce chemin entre j'ai la solution, j'ai la prototype, je la teste, je l'améliore jusqu'à ce que la solution soit la plus pertinente, la plus adaptée et la plus innovante pour répondre à la problématique constatée. Donc, vraiment une démarche assez simple que vous voyez dans ces 3 phases. Et une fois, bien sûr, que la solution la plus pertinente et qui répond le plus aux besoins de l'utilisateur, des utilisateurs, on va aller dans cette phase d'implémentation. Je n'irai pas plus loin sur celle-ci, vous la connaissez très bien, d'aller définir le bon business model et puis voilà, toutes les dimensions essentielles à la mise en œuvre d'un nouveau produit, d'un nouveau service au sein du marché de l'entreprise. Voilà. Donc, assez simple, c'est 3 méthodes, 3 phases, un diamant qui permet en effet de pouvoir développer les solutions les plus innovantes. Ce que vous avez, je pense, saisi vraiment dans cette approche, c'est que vous voyez, le design thinking nécessite vraiment pas d'être un expert. C'est vraiment avant tout des capacités humaines. Vraiment des capacités humaines qui vont permettre de pouvoir mettre en œuvre ce design thinking le plus efficacement possible. Alors, quelles sont-elles? La première, c'est la curiosité. On l'a vu, c'est poser les bonnes questions, observer, être curieux, ouvrir son esprit vraiment là dans cette phase de découverte. La deuxième, c'est l'empathie. Donc, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'utilisateur, vraiment voir ce qu'il ressent lorsqu'il vit cette expérience. Et puis, c'est aussi le courage. Pourquoi? Parce que le courage, c'est oser faire autrement, c'est accepter l'incertitude. Je ne sais pas tout, j'avance au fur et à mesure, je fais des erreurs, je reviens en arrière, je repropose. Donc, c'est ça aussi, la force de cette approche-là, c'est d'oser faire les choses, de tester, de ne pas être forcément sur une solution parfaite dès le départ, c'est de pouvoir la proposer et d'accepter ces retours des usagers qui vont être que du positif pour pouvoir proposer au final une solution parfaitement adaptée. Et puis, la dernière compétence, c'est la collaboration. On l'a vu, Delphine en a pas mal parlé dans les leviers de cette transformation digitale, de réussite, c'est d'agir ensemble, vraiment, d'écouter l'autre, d'écouter les autres et de se nourrir des uns et des autres pour avancer et trouver les solutions les plus adéquates. Voilà en quelques mots, ce qu'est la méthode du design thinking pour que vous commenciez à appréhender de façon pragmatique et vraiment les clés de réussite de cette méthode. Mais ce qu'on souhaite avec Delphine et ce qui nous semble le plus pertinent, c'est vraiment de vous faire expérimenter, vous faire un peu toucher du doigt la philosophie du design thinking. Alors bien sûr, on va expérimenter, vous allez être en sous-salle, vous n'allez pas être des experts du design thinking. Et on sait très bien que je viens d'exposer les éléments en 10 minutes, un quart d'heure. Ce n'est pas ça qui fait que vous êtes expert. En revanche, c'est d'avoir compris les principes et de pouvoir les utiliser face à une expérimentation qu'on vous propose. Alors, quoi de mieux pour partir sur quelque chose de connu? Donc, on va vous proposer une expérimentation de 20 minutes. Donc, pour ce faire, vous allez aller en sous-salle. Alors, on va être sur 3 personnes par sous-salle. 4 maintenant, donc 4 personnes par sous-salle. On a un peu réajusté avec le nombre de personnes qui sont arrivées. Donc, on sera à 4 personnes par sous-salle. Vous allez avoir des questions auxquelles chaque équipe va apporter une réponse commune. Et pour pouvoir répondre à ces questions, c'est vraiment d'utiliser ce que vous avez pu comprendre du design thinking et ce qui vous semble le plus pertinent au regard de ce que vous avez appris. Donc, on va vous demander aussi de désigner 2 rapporteurs. Donc, un rapporteur qui va en effet apporter la réponse commune au questionnaire du design thinking. Donc, vous verrez, on va vous envoyer un petit sondage permettant de le faire au retour en plénière. Et puis, il y aura également une 4e question que je vais vous présenter, pour laquelle on vous demandera
d'aussi de déterminer un rapporteur qui donnera la parole du groupe. Alors, on vous propose de partir en effet sur un cas réel et du cas Airbnb. Vous connaissez tous Airbnb, mais je vais vous donner quelques éléments de contexte. Je vous propose de le lire avec vous. Ça vous permettra en effet d'avoir ces premiers éléments. Alors, imaginez-vous, vous êtes en 2009, vous êtes Paul Graham, investisseur, et vous soutenez les 3 fondateurs de Airbnb qui permet aux voyageurs, comme vous savez, de visiter une ville ou un lieu et de profiter des chambres inoccupées des personnes, des habitants de cet endroit. Alors, bien sûr, c'est ce qu'on appelle une plateforme, donc un site qui met en relation les locataires et les propriétaires. Seulement, en 2009, on n'est pas en 2020, Airbnb n'est pas très connu et cette nouvelle plateforme a vraiment du mal à démarrer. Donc, il s'agit vraiment pour les fondateurs et pour l'investisseur de faire en sorte d'augmenter rapidement le nombre de locations ainsi que le nombre de locataires afin de pouvoir offrir à chacun beaucoup d'opportunités et de créer un effet de réseau. Donc, la question finalement, c'est vous avez entendu parler du design thinking comme méthode permettant d'innover en adoptant une approche centrée sur les clients et quelle va être votre démarche pour résoudre ces problèmes. On va vous proposer 3 questions. Ne vous inquiétez pas, on va vous renvoyer le cas et les questions en sous-salle. Donc, ne copiez pas, vous aurez tous les éléments en main pour pouvoir échanger. Je vais juste vous dire, vous avez 3 questions. La première, ça va être en premier lieu, vous allez chercher à comprendre quoi. La deuxième, c'est afin de comprendre le comportement d'un locataire potentiel, vous menez en priorité quelle recherche. Et la troisième question, ayant compris finalement l'importance de la qualité des photos, qu'est-ce qui va faire le succès de l'annonce et qu'est-ce que vous décidez de faire? Donc, 3 questions vraiment basées sur le cas. Donc, comme je l'ai dit, un rapporteur qui apportera la réponse commune du sous-groupe. Et dans ce cadre-là, il y aura un sondage qui sera envoyé en retour de sous-salle. 4e question, elle est importante. C'est également avec quoi vous repartez de ce que vous allez vivre en sous-salle. Comment vous avez vécu l'expérience? Qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme difficulté? Qu'avez-vous appris? Et puis finalement, comment imaginez-vous mettre en place ce design thinking dans votre organisation? Pour ce faire, un autre rapporteur sera aussi désigné en sous-salle pour pouvoir aller nous donner l'ensemble de ces éléments et partager ensemble avec quoi vous repartez. Alors, sous la forme que vous voulez, à l'oral, si vous voulez faire un petit doc, n'hésitez pas à vous de voir et vous partagerez après à votre écran. Donc, premier temps, les 3 questions sur le cas, 10 minutes. Deuxième temps, avec quoi repartez-vous? 10 minutes. Donc, ce qu'on va faire, pendant que Caroline expliquait, j'ai eu le temps effectivement de vous répartir dans les différentes salles. Donc, vous avez 2 salles où vous serez 4, une salle où vous serez 5. Et on va pouvoir vous envoyer tout de suite en fait en salle. Alors simplement, comme on a démarré un petit peu en retard la présentation, Caroline, je suis désolée, je vais juste adapter un petit peu les choses. On va vous laisser 15 minutes en sous-salle, mais ça va vous laisser quand même le temps d'échanger de toute façon entre vous. Moi, je programme de toute façon 20 minutes. Comme on va passer avec Caroline, forcément, on va vous perturber un petit peu. Mais vous verrez, vous aurez le temps de travailler entre vous. Voilà, donc on vous répartit, on arrête l'enregistrement, comme ça vous pouvez travailler tranquillement vous dans vos différentes salles. Et vous pouvez mettre vos caméras sans souci si vous pouvez le faire avec votre réseau. Et à tout de suite dans les sous-salles. Alors, la première question. En premier lieu, vous cherchez à comprendre quoi? Eh bien, c'est la D, la réponse. C'est les caractéristiques d'une annonce qui fait qu'un locataire potentiel la retient. Alors, il y en avait eu pas mal sur le C, il me semble. Absolument. Alors oui, c'est vrai ce n'est pas la première chose de rechercher le type d'un propriétaire. Pourquoi? Parce que finalement, la plateforme, elle est destinée avant tout à l'usager et c'est vraiment se mettre à la place de l'usager. Donc, on est dans la première phase du design thinking, vraiment cette phase de découverte, donc d'immersion. Donc, se mettre à la place du locataire et vraiment pratiquer cette empathie. C'est pour ça que c'est la question D aujourd'hui. Alors,
toutes sont intéressantes, hein. Le profil d'un locataire cherche une location en ligne, la taille, non, t'inquiète pas, la taille du marché, bien sûr, le profil type d'un propriétaire, c'est des choses qu'on va étudier. Mais en premier lieu, le plus important, c'est ce qu'on se disait, c'est vraiment se focaliser sur l'utilisateur principal final, et c'est vraiment le locataire, et se mettre à sa place. La deuxième réponse, alors, la bonne réponse, alors, c'était partagé, c'était 33, 33, 33. Eh bien, la deuxième, c'est vous recrutez parmi vos connaissances des personnes cherchant à voyager dans les semaines à venir et vous vous arrangez pour observer leur recherche de location. Alors, pourquoi aussi cette question-là? Parce qu'on est aussi dans cette phase d'immersion, c'est d'aller vraiment comprendre, observer ce qui se passe quand l'utilisateur vit les choses. Hein. On l'a vu dans l'expérimentation de l'IRM, Doug, le designer, il a regardé ce qui se passait. Il a regardé, en effet, la réaction des enfants lorsqu'il savait qu'ils allaient aller passer une IRM. Donc, on observe en situation comment les gens font. Et qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas sur telle ou telle annonce? Donc, pareil, on se met à la place des personnes et on regarde ce qui se passe. Je vais assez vite, hein, il y aura beaucoup de choses à dire, mais on est un peu pressé par le temps. Et la troisième... Excuse-moi Caroline, il y a Florence qui a posé une question. Comment comprendre ce que le locataire va retenir si on ne connaît pas ses besoins? Absolument. Donc, j'ai essayé de faire une réponse. Ah, mais désolée, j'ai envoyé la réponse simplement à Hélène. Désolée. La réponse, effectivement, c'était c'est en cela que cette première phase d'observation que Caroline présentait tout à l'heure est absolument clé parce que c'est vraiment aller sur le terrain, c'est échanger avec les utilisateurs, c'est non seulement observer, mais c'est poser des questions, c'est comprendre en fait leurs besoins, comprendre leurs ressentis. C'est cette phase-là qui est clé. C'est pour pouvoir bien comprendre le besoin de l'utilisateur, du consommateur. C'est comme le dit Delphine, c'est vraiment je regarde ce qu'il fait. Et face à ça, où ça bloque ou pas. Et donc, en effet, on va interchanger avec les personnes. Hein. On est dans l'observation, mais on se disait les questions. Et finalement, vous connaissez la méthode des 5 pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi? Vraiment là-dessus, comprendre. Sur la troisième question, c'est la question C. Alors, j'ai plus de mémoire qui était la plus retenue. J'ai la 1, je crois. Hein, la 1, d'écrire à tous les propriétaires ayant une annonce sur le site pour exiger qu'il améliore la qualité des photos. Alors, en soi, c'est une idée intéressante et c'est vrai, ça permettrait d'avoir de très belles photos et qu'on puisse plus attirer le locataire. Et là, on est aussi dans cette phase d'idéation, de se permettre les idées les plus innovatrices et aussi celles qui vont nous permettre de tester les choses. Parce que d'écrire à tous les propriétaires, c'est assez fastidieux aussi, c'est long et on n'est pas forcément sûr que ça porte ses fruits. Je vous rappelle, on est dans le phase de développement d'Airbnb. Donc, en 2009, peu finalement de flux, donc peu de villes encore sur le site. Donc, c'est vraiment attirer et faire en sorte que le locataire loue des chambres de plus en plus. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'engager dans chaque ville déjà existante des photographes qui aillent chez les propriétaires et qui prennent de belles photos pour finalement avoir un super site et des super photos et dire « Waouh, voilà, ça franchement, la plateforme Airbnb, elle est super, ça nous attire et vraiment répondre à cette envie de voir du beau finalement de l'utilisateur dans cette phase de lancement. Donc, c'est aussi trouver l'idée la plus pertinente à l'instant T au regard de ce que j'ai à gérer à ce moment-là. Voilà pour les réponses. Alors, je sais que ça peut être un peu surprenant, c'est pas toujours évident. Je vous l'ai dit, c'est aussi des choses que nous, on a testées par vous-même. On vous l'a dit, on teste plein de choses et avant d'aller plus loin dans les expérimentations et dans les propositions de méthodes, c'est qu'on les a éprouvées. Et celui-ci, on l'a fait. Donc, c'est vrai que ça demande de revenir au grand principe du design thinking et de voir vraiment ce que l'utilisateur a besoin. Alors, peut-être juste une petite chose. On est arrivé en fait à 10h30. Ce qu'on vous propose pour ceux qui peuvent encore avoir 5 minutes devant eux, c'est qu'on finisse le petit échange ensemble. Donc, vous nous dites si c'est bon pour vous. Comme ça, on se garde encore 5 minutes pour clore. Ok, je vois qu'il y a des OK qui arrivent. Ça permet effectivement de se consacrer encore ce temps-là. Et puis justement d'échanger entre vous, de partager justement ces ressentis sur ce type d'approche
génère, éveille chez vous. Ok, allez, on y va alors. Alors, on vous propose, si vous êtes d'accord, on va vous laisser la parole, puisque c'était cette fameuse 4e question. Je vais y arriver. Avec quoi repartez-vous? Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Quelles difficultés? Donc, on vous laisse la parole. Donc, pour ceux qui ont envie de s'exprimer, soit vous avez désigné quelqu'un ou pas, et ce n'est pas grave. Exprimez-vous librement pour nous dire finalement comment vous avez vécu cette expérience. Alors, on commence peut-être avec le retour de la salle 1. Je peux peut-être prendre la parole, Dominique et Hélène, ou alors vous intervenez avec moi. En fait, on a l'impression avec Dominique et Hélène qu'on n'avait pas tout à fait compris l'exercice. En fait, on ne voyait pas les questions. Donc, on a traité tous les points ABCD. D'accord. Chaque fois, je confirme que je n'avais pas compris non plus que c'était des questions. On a été extrêmement productifs. On ne voyait pas les questions. Tout nous semblait bon. On a fait une strate d'enfer. Mais c'est pas grave, l'objectif c'est de se poser aussi des questions. Donc vraiment, finalement, vous l'avez vécu à fond cette expérience. Donc, on a fait le profil des locataires, on a fait la taille du marché, on a traité le profil des propriétaires, quelles étaient leurs motivations. Donc vous êtes vraiment rentré dans la démarche de design thinking. Avec une résidence secondaire. Non, mais c'est génial. Secondaire, voilà, petit apport, couvrir ses charges, tout ça, on était tout bien. On a eu notre période de convergence où effectivement on a confronté les locataires et les propriétaires et on a bien fait le focus derrière pour l'idéation de mettre des pistes fortes autour des photos et des avis. Donc on a été extrêmement scolaire et on a traité tous les points. On a trouvé que c'était vachement short en 10 minutes, mais comme on était hyper fort, on a tout fait. Je comprends. Bravo. Non, mais c'est super. Vous êtes rentré finalement encore plus dans l'expérience du design thinking. Donc, c'est encore mieux. Donc, voilà. Bon, en tout cas, ce que vous avez expérimenté, c'est qu'en 10 minutes, c'est pas facile, c'est compliqué. Mais en tout cas, toutes les questions que vous êtes posées, on doit se les poser, effectivement, quand on est dans la méthode design thinking. C'est ça qui est intéressant. Et c'est de se dire, dans toutes ces options, quelle est la meilleure, en fait? Qu'est-ce qui correspond vraiment à la réalité de l'utilisateur? Parce que c'est là-dessus, en fait, vraiment que ça va faire mouche. C'est là-dessus qu'on est capable d'avoir une proposition de valeur, c'est bien le sujet, une proposition de valeur qui est vraiment en parfaite résonance avec les attentes de l'utilisateur. Ce qui est un peu difficile, c'est de rentrer dans la démarche d'empathie par rapport aux locataires et vraiment de se mettre à la place pour essayer de décortiquer, d'aller en profondeur par rapport à derrière ce qu'on veut mettre en place. Mais c'est intéressant. Oui, parce que c'est vrai qu'on est face à un cas, donc on n'est pas dans la réalité, on ne peut pas observer vraiment. Et c'est vrai que c'est difficile d'être dans l'empathie. Donc, il fallait en effet essayer de se mettre à la place d'eux. Donc, je comprends, mais ce que vous dites, c'est très juste, c'est que déjà, se mettre en empathie, même quand on est dans l'habitat et qu'on observe, c'est difficile. Donc, c'est intéressant d'avoir ce retour de votre part. Ça demande beaucoup d'efforts aussi, beaucoup d'écoute. Donc, merci. Ouais, mais on était vachement doués. Mais oui, vous avez raison de le dire, Florence. Beau travail collectif, la team 1. Et franchement, c'était un gros challenge en plus. C'est parce qu'on était tous nés en 2009, donc. Vous avez observé, c'est ça. C'est ça. Vous avez déjà essuyé les plâtres, c'est pour ça. C'est ça. Bien qu'on a un avantage quand même. Vous êtes très fort. La salle 2, est-ce que vous voulez nous faire un petit retour, nous partager ce que vous avez vécu et des commentaires? Nous, la salle 2, alors nous, on était un peu la salle des rebelles. Nous, on a dit qu'on ne voulait pas choisir une seule réponse, on voulait choisir plusieurs, voire toutes les réponses. Donc, du coup, on s'est mis d'accord sur plusieurs réponses et aussi sur une réponse s'il fallait en répondre qu'une seule. D'accord. Donc, du coup, voilà, donc on a répondu sur qu'une seule. Mais sinon, je ne sais pas si les colocataires veulent partager d'autres choses. D'ailleurs, est-ce que normalement, il n'y a pas les consignes qui sont inscrites dans... Les consignes, c'est choisir. Oui, une seule réponse. Ouais. Alors, on ne l'a pas mis dans le document, c'est vrai qu'on l'a exprimé, je l'ai exprimé à l'oral, mais voilà. Donc,
Mais en effet… Parce qu'on s'est, du coup, on a perdu beaucoup de temps là-dessus. Ouais, mais c'est bien, merci de ce retour. Ouais. Mais après, ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez, finalement, vous aviez plusieurs réponses. Donc, ça montre aussi la difficulté quand on va vraiment focuser sur l'utilisateur, ses besoins, d'aller dans le détail, finalement, pour bien comprendre, c'est difficile de trouver le bon axe. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce que vous avez pu vivre et que faire un choix, c'est pas évident. C'est aussi renoncer, c'est aussi faire des erreurs, c'est ce qu'on disait. Quand c'est à un moment donné, dans cette méthode-là, on fait un choix, on y va et on le teste. Et si on s'est trompé, c'est pas grave. Parce que finalement, on le teste sur un petit échantillon. Donc, c'est pas trop grave de le tester sur un petit échantillon. Et derrière, tout de suite, on propose autre chose. Donc, voilà. Moi, j'avais une petite difficulté, c'était celle de bien désigner la cible principale, c'est-à-dire notamment qui était plutôt soit le locataire, soit le propriétaire. Et là, j'avoue que j'ai encore une vraie interrogation, mais ce serait peut-être intéressant d'échanger sur le sujet parce que mon argument était de dire pour avoir des locataires, il faut nécessairement avoir de la matière, donc des propriétaires qui mettent en ligne. D'ailleurs, on le retrouve après derrière dans une question suivante, à travers les photos. Si les photos des propriétaires sont de qualité, alors évidemment, le flux va être de bonne qualité. Donc voilà, une question en suspens. C'est une excellente question, François. Et c'est vraiment la question d'ailleurs. François est directeur d'une agence immobilière. Oui, complètement. C'est une excellente question et qui repose exactement la question justement des modèles d'affaires. En fait, Airbnb, c'est un modèle d'affaires qui est B2B2C. À la différence effectivement d'un modèle B2B où on peut se dire finalement, ma cible, mon client, c'est les propriétaires et puis derrière, il y aura des usagers. Alors que là, en fait, dans ce modèle-là, on est vraiment en fait sur un pont en fait. Où certes on passe effectivement par des intermédiaires qui font partie nécessairement de notre modèle, mais pour viser et avoir en fait un lien direct avec nos utilisateurs finaux qui sont au final nos clients. Et d'ailleurs, dans le modèle d'affaires choisi par Airbnb, c'est bien je communique à destination des voyageurs et pas à destination des propriétaires, même s'ils sont essentiels dans le modèle. C'est ça. Et si on fait le pont avec la méthode Design Thinking, c'est en ça que le point de départ, les utilisateurs, et c'est clé, c'est en effet déterminer quel est le point de départ. Et là, c'est vraiment les locataires, c'est le point de départ pour pouvoir résoudre ensuite la problématique. Voilà. Mais c'est une très bonne question, merci. Très bonne question. Ouais. Très bonne question. Est-ce qu'on passe à la salle numéro 3? Désolée, on vous bouscule un petit peu pour avoir le retour. Bon. Je veux bien prendre la parole, c'est Sandrine. Alors nous, on a eu effectivement la même interrogation concernant la cible, donc plusieurs réponses étaient possibles pour nous. On s'est tous sentis propriétaires et locataires potentiels, donc dès cette phase, l'écoute et l'empathie étaient très importantes de par la divergence et qui était très riche. Voilà. Super. Ouais, très intéressant. Ça montre aussi et que voilà, quand on est dans le partage, dans l'échange, quand on est face à cette méthodologie ou même face à une problématique qu'on rencontre dans une organisation, dans une structure, qu'on peut avoir des visions différentes et que c'est important de partager, d'échanger de cette empathie pour finalement se dire ok, on va où, c'est quoi le point de départ. Donc c'est très intéressant ce que vous avez vécu aussi dans ce groupe. Vous voulez rajouter quelque chose, Delphine? Non, on aurait énormément de choses à rajouter, mais peut-être que ça amènera d'ailleurs à une seconde séquence, pourquoi pas. Peut-être qu'on peut se saisir de l'occasion, Hélène, pour se dire qu'il peut y avoir un temps 2 où on travaille vraiment sur un cas peut-être particulier. C'est toujours intéressant de partir de vos cas réels aussi pour travailler en groupe et faire émerger cette intelligence collective. En tout cas, voilà, à ce stade-là, c'était intéressant d'avoir vos retours. Comment vous l'avez vécu? Ce que ça montre, en effet, c'est bien que se mettre, comme on dit d'ailleurs quand on parle de design thinking, dans les baskets de l'utilisateur, pose toujours la question de c'est qui notre réel utilisateur. Évidemment, dans des écosystèmes complexes tels que les nôtres aujourd'hui, nos utilisateurs, ils peuvent être multiples. Nos cibles, en tout cas, sont multiples. Donc, se poser la question toujours de qui sont les clients, qui sont les consommateurs, qui sont les utilisateurs, qui sont les acheteurs, c'est encore autre chose. C'est très intéressant et ça nous amène en fait à vraiment prendre en considération toutes ces questions-là, comme vous les avez vécues finalement, complètement.
On s'est donné un quart d'heure de plus. On va aller vraiment à la conclusion. Il faudrait juste que tu repartages. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Super. Je vais repartager mon écran, puisque je l'avais en effet arrêté. Alors, ce qu'on vous propose, on a prévu une petite conclusion, mais on va peut-être la garder. Ce qui est important peut-être, comme on a déjà dépassé d'un quart d'heure, c'est qu'on vous fasse ni plus ni moins le sondage final d'évaluation de ce webinaire. L'objectif, c'est vraiment d'avoir votre retour sur ce que vous avez vécu, comment vous l'avez ressenti, ce avec quoi vous repartez, parce que c'est vraiment ça l'idée. Donc, je vais vous lancer, c'est pas grave. Alors, on vous partage ce sondage. La question est simple. Comment avez-vous vécu ce moment? Est-ce que ce webinaire vous a été utile? Donc, vous avez 5 options, un peu à la façon rôti que vous devez connaître. Le retour sur le temps investi. 1, je n'ai rien gagné, je n'ai rien appris. 2, je n'ai pas perdu mon temps, j'ai fait de belles rencontres. 3, je retiens quelques idées intéressantes. 4, j'ai découvert le sujet sous un nouvel angle et j'ai envie d'aller plus loin. 5, j'ai appris de nouvelles choses et je repars avec des pistes d'action concrètes potentiellement effectivement à mettre en place dans vos organisations. Donc, je vous laisse réfléchir à ces retours. On va laisser encore 10 secondes, le temps effectivement que chacun puisse répondre. Non, absolument, Florence. Florence a en effet posé une affirmation d'ailleurs dans le chat. Oups, elle est partie. Non, oui, en effet, c'était la technique du design thinking n'est pas propre à la transfo numérique. Absolument. En effet, c'est quelque chose qui peut être vraiment démultiplié dans différentes typologies problématiques. Alors, bien sûr, dans la transfo numérique, mais aussi dans d'autres choses. On l'a exprimé face à une problématique sur un service ou face à une problématique de process, de produit. C'est vraiment très, très large. C'est une approche que vous pouvez utiliser pour beaucoup de domaines. C'est une approche, comme on l'a dit, qui est vraiment sur le test and learn et de partir vraiment de c'est qui l'usager, qui est l'utilisateur et vraiment se mettre à la place d'eux dans les baskets d'eux. Donc, ça peut se faire pour beaucoup de choses. C'est une méthode agile. Voilà, donc, la méthode agile, elle s'utilise effectivement certainement pas que pour la transformation digitale. Aujourd'hui, elle s'impose vraiment d'ailleurs à tous. Alors, on partage les résultats. Voilà, comme ça, vous avez le retour en direct. On vous remercie déjà effectivement de nous faire ce retour. On a effectivement une majorité sur « j'ai découvert le sujet sous un nouvel angle ». Et on l'espère aussi parce que vraiment notre conviction, c'est qu'on réduit trop souvent la transformation digitale à des outils à mettre en place dans les organisations, alors qu'une transformation digitale est réussie quand c'est déjà une transformation dans les façons de faire, dans les façons de travailler, dans les façons de penser, vous l'avez compris. Et avant tout, ce qu'il faut en retenir, effectivement, c'est vraiment cet état d'esprit. Après, évidemment, on peut en dire des tas de choses, mais si déjà on est capable de se dire on va faire différemment, donc on va obtenir des résultats différents, ça peut grandement aider à la transformation digitale. Et si je complète ce que tu viens de dire, en effet, si on va sur l'outil, parce que c'est souvent ça, on l'a vu qui ressort, si en amont, on n'a pas vraiment travaillé sur cette dimension d'état d'esprit, de faire autrement, c'est beaucoup plus difficile d'aller implémenter des outils nouveaux, notamment pour des personnes qui ne sont pas spécialisées. Alors qu'en amont, si on a bien travaillé sur le pourquoi je fais ça, avec qui je fais ça, et vraiment ce que ça va m'apporter, moi, demain, c'est beaucoup plus facile, même si on est face à un public d'habitude réticent. Donc, voilà. Alors, on aurait encore des tas de choses à partager avec vous, mais vous nous avez déjà accordé un bon quart d'heure de plus par rapport au timing initial. Donc, on vous remercie infiniment pour ce temps-là, ce temps partagé ensemble, pour vos retours aussi, partagés dans cette session. Et puis, on espère justement que c'est un sujet que vous aurez plaisir à, si ce n'est en tout cas amorcer dans vos organisations, en tout cas à poursuivre, parce qu'on pense évidemment que vous êtes déjà engagés sur ce chemin-là. C'est en tout cas peut-être de prendre le sujet sous une autre forme, parce que c'est ce qui en fera la réussite véritablement sur le terrain.
Merci beaucoup de tous ces échanges, hein, de ce que vous avez aussi donné et vécu. Voilà, vous avez quelques éléments, un regard un peu différent aujourd'hui qu'on a voulu partager avec vous. Et puis, je suis si sûre que ça vous permettra vous aussi de continuer dans cette transformation et peut-être de regarder un petit peu différemment les choses et pourquoi pas d'utiliser, vous avez vu de façon très simple, le design thinking face à une problématique que vous rencontrez dans votre organisation ou dans vos équipes si vous en avez. Hélène, du coup, vous voulez conclure? Oui, alors non, conclure, c'est un bien grand mot, mais surtout vous remercier encore tous, mais vous remercier particulièrement Caroline et Delphine pour ce temps d'animation que j'ai trouvé moi personnellement tout à fait vivant et pétillant. Donc j'espère que tout le monde a partagé et puis avec effectivement beaucoup d'éléments d'information qui nous permettent de nous rendre compte qu'effectivement le faire avec, l'injection de valeur, les méthodes à la fois d'émergence collective sont toujours beaucoup plus riches. Donc moi j'ai retenu quelques très jolies images que je vais emporter avec moi là pour toute la journée. Webinaire trop top, sauf pour la grenouille. C'est le commentaire de Véronique, mais effectivement on en a échangé. L'image de la grenouille restera en tout cas. Merci vraiment à vous, merci à mes collègues donc Véronique et Isabelle voilà qui m'ont soutenu voilà sur cette préparation. Merci à tous les participants et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis surtout de bonnes fêtes de fin d'année puisqu'on n'aura pas forcément l'occasion de se recroiser d'ici là. Au plaisir en tout cas. Je ne sais pas si Véronique tu veux ajouter quelque chose, un petit mot ou quelqu'un. Je vous en prie. Oui, j'ai une pensée pour la grenouille. Non, merci pour ce webinaire. C'était vraiment intéressant et c'est vrai que le sujet, on s'en fait toujours un peu une montagne et vous êtes arrivé à le rendre facile, évident. Il y a eu d'ailleurs un mot dans le chat. Oui, je suis d'accord. Donner du sens. C'est finalement donner du sens à ce que l'on fait. Oui. En fait, il ne faut pas oublier qu'il faut revenir à l'évidence et au plus simple, finalement, sans se mettre la rate au courbouillon à chaque fois. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce webinaire. Merci encore. Merci à tous pour vos retours et au plaisir de vous voir et passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Très bonne fête, profitez bien. Merci à tous pour les petits chats et en effet, comme le dit Hélène, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Très belle journée à tous. Très belle journée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.